Mesdames et messieurs les représentants du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et du centre hospitalier territorial, monsieur le professeur Nicolas Franck, mesdames et messieurs les professionnels de santé, représentants associatifs et partenaires institutionnels, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs. Au nom de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette conférence consacrée à la réhabilitation psychosociale et plus largement à l'accompagnement du rétablissement en santé mentale. Je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et le centre hospitalier territorial qui ont souhaité organiser ces 2 journées à l'université. L'université et le CHT sont membres du CRESICA. Le CRESICA, c'est le consortium de recherche et d'enseignement supérieur calédonien, et cela montre la belle dynamique partenariale qui anime les établissements membres de ce consortium. Je veux également saluer le partenariat que vous avez noué avec le centre hospitalier Le Vinatier de Lyon, qui permet aujourd'hui la venue en Nouvelle-Calédonie du professeur Nicolas Franck et de son équipe. Cher professeur Nicolas Franck, votre présence constitue une occasion précieuse de partager des connaissances, de confronter les expériences et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les professionnels, les personnes concernées, leurs familles et plus largement l'ensemble de la société calédonienne. Comme toutes les universités, notre université est une institution de recherche dont les enseignants-chercheurs produisent et publient de la connaissance. Les travaux menés à l'université portent sur les écosystèmes marins et terrestres, le changement climatique, la biodiversité, le droit, l'économie, les évolutions institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie, sur l'éducation, les langues, les cultures océaniennes, sur les transformations sociales, les mobilités et les dynamiques territoriales. Mais son rôle, en dehors de la recherche, est également de diffuser des connaissances dans une grande diversité de domaines. Elle doit les rendre accessibles et contribuer au débat public. C'est pourquoi l'université organise ou accueille chaque année plus de 150 événements ouverts au public. Conférences, colloques scientifiques, séminaires, ciné-débats, expositions, rencontres avec des chercheurs, soutenances, manifestations culturelles ou actions de médiation scientifique. Ces rendez-vous permettent de créer du lien, un lien entre la recherche, les professionnels, les institutions et les citoyens. Ces rendez-vous participent pleinement à la diffusion de la culture scientifique pour donner à chacune et chacun des clés de compréhension afin d'appréhender les grands enjeux contemporains. La santé mentale est précisément l'un de ces enjeux. Elle concerne les parcours de soins, mais aussi l'autonomie, l'inclusion sociale, le logement, l'emploi, les relations familiales, la citoyenneté et la capacité de chacun à construire son projet de vie. L'approche du rétablissement, au cœur de la conférence de ce soir, invite à déplacer le regard. Il ne s'agit pas uniquement de considérer les symptômes ou la maladie, mais aussi les ressources, les choix, les capacités et les pouvoirs d'agir de la personne. Cette préoccupation rejoint directement l'action conduite par l'université et par la maison de l'étudiant en faveur de la santé et du bien-être de nos étudiants. Les études supérieures sont une période d'apprentissage et d'émancipation, mais elles peuvent également être marquées par le stress, l'isolement, les difficultés économiques, relationnelles ou familiales. L'université a donc aussi une responsabilité et plusieurs dispositifs de prévention et d'accompagnement sont mis en œuvre par l'université et par la maison de l'étudiant. Tout au long du mois de juillet, une programmation est alors consacrée à la santé mentale, au bien-être étudiant et au vivre ensemble. Cette conférence et le colloque de demain en constituent les premiers temps forts. D'autres rendez-vous permettront d'aborder la compréhension de la santé mentale, la prévention des violences sexistes et sexuelles, la gestion du stress, les addictions, la confiance en soi, les identités métissées, le vivre ensemble
ou encore les mécanismes qui influencent nos conduites à risque. Par cette programmation, l'université entend favoriser la parole, mieux faire connaître les ressources disponibles et rappeler qu'il n'y a ni faiblesse ni honte à demander de l'aide. Prendre soin de sa santé mentale est une composante essentielle de la réussite universitaire, mais aussi de la vie personnelle, sociale et professionnelle. Je remercie enfin chacune et chacun d'entre vous d'avoir répondu présent ce soir. Votre participation témoigne de l'intérêt porté à ces questions et de la nécessité de créer des espaces où les savoirs scientifiques, les pratiques professionnelles, les expériences vécues et les attentes des familles peuvent dialoguer. Je vous souhaite une conférence particulièrement riche et des échanges fructueux avec le professeur Nicolas Franck et son équipe. Je vous remercie. Eh bien, bienvenue à toutes et tous. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Delphine Yager, directrice déléguée du CHS Albert Bousquet. Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour cette conférence consacrée à la réhabilitation psychosociale, organisée en partenariat avec le centre hospitalier Le Vinatier et l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Notre présence collective ce soir témoigne d'une conviction partagée. La santé mentale constitue plus que jamais un enjeu majeur de société. Ces rencontres interviennent à un moment particulier de l'histoire du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet. Notre établissement s'est en effet engagé dans une profonde transformation de son offre de soins, sous l'impulsion du président de la commission médicale d'établissement, le Dr Guy Soussouel, avec l'engagement de la direction et de l'ensemble des équipes. L'ambition est claire, offrir une psychiatrie davantage tournée vers le rétablissement des personnes et contribuer à la déstigmatisation de la santé mentale. Cette transformation doit répondre aux réalités de notre territoire. La Nouvelle-Calédonie est vaste, multiculturelle, les ressources spécialisées restent rares et les distances imposent de construire des réponses adaptées. C'est dans cette dynamique qu'est né le partenariat avec le centre hospitalier Le Vinatier. Nous avons choisi effectivement de nous appuyer sur l'expertise d'un établissement de référence afin de construire des parcours de soins adaptés à notre territoire. Je tiens donc à remercier ce soir très chaleureusement le professeur Nicolas Franck et son équipe présents sur le territoire depuis plusieurs jours. Les travaux du professeur Franck ont largement contribué au développement d'une psychiatrie orientée vers le rétablissement en France. Son engagement scientifique, clinique et pédagogique a accompagné depuis de nombreuses années l'évolution des pratiques professionnelles au bénéfice des personnes vivant avec des troubles psychiques. Dès le début de cette conférence, nous aurons ce soir le privilège d'écouter Pierre Poudewa, conteur de l'association Tagadé, accompagné en musique par Henri Aiwegene. Cette ouverture artistique n'a pas été choisie au hasard. Elle nous rappelle que la santé mentale se construit aussi à travers les récits, les cultures et les représentations qui donnent du sens au parcours de vie. Elle illustre parfaitement l'esprit de cette conférence ce soir et du colloque demain, à savoir faire dialoguer les savoirs scientifiques, les savoirs expérientiels et les savoirs culturels. Je souhaite remercier très chaleureusement l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour son accueil ce soir et demain, l'ensemble de nos partenaires et intervenants, ainsi que toutes les équipes du CHS qui ont œuvré à l'organisation de ces journées. Et je sais que ça a été compliqué, donc merci à eux. Je vous souhaite surtout à toutes et tous d'excellents échanges, riches d'idées, de rencontres et, je l'espère, porteurs de nouvelles perspectives pour la santé mentale en Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ouais, je m'appelle Pierre Poudewa, comme la dame l'a dit tout à l'heure. Je vais juste rectifier juste une petite chose. Je ne fais plus partie de l'association des conteurs du Nord dans Tagadé. Je travaille pour moi maintenant. Donc je suis à mon compte et
Je suis avec vous ce soir et je suis avec mon ami qui est là, musicien, qui est de Nengoné, Henri et Denod. Voilà, et je suis très content d'être avec vous ce soir. C'est la première fois que je vais raconter une histoire dans un amphithéâtre. J'ai l'habitude d'aller dans les amphithéâtres, mais c'est pour faire du théâtre parce que je suis comédien, acteur et devenu canteur. Donc ce soir, mon histoire, c'est l'histoire d'un enfant, d'un petit garçon. Un petit garçon il n'était pas né encore. Il avait 5 mois et il était dans le ventre de sa mère. C'était chez moi, ça se passait chez moi dans ma tribu, ici en Nouvelle-Calédonie. Donc il était encore dans le ventre de sa mère, il avait 5 mois. Dans le temps, à la tribu, dans le temps, bien avant, dans le temps, il y avait ce qu'on appelle, nos vieux circulaient beaucoup et il y avait les déplacements. Donc, il y avait une première vague de déplacements qui est arrivée à la tribu dans mon clan. Et après, il y avait une deuxième vague qui est arrivée dans... Il y avait la rivière qui est là. Non, il y a le propriétaire de la rivière qui est là, qui était là déjà. Donc il y a eu un conflit par rapport au pouvoir de la chefferie. Ça se passe souvent, ça vous le savez, partout. Et donc le chef qui était là a perdu son pouvoir et c'est devenu un nouveau chef. Et le temps est passé. Et les vieux de cet endroit ont accueilli la prière. Et quand il y a eu ce conflit, il y a eu la guerre, il y a eu la bagarre entre deux personnes de chefferie. Donc quand il y a eu la prière, les vieux qui dit prière dit pardon. Donc il fallait faire quelque chose comme pardon. Parce que maintenant qu'on vit dans la prière, les choses qu'on avait fait hier, avant-hier, c'était pas bon. Parce que c'est lui le chef. Et donc il faut faire quelque chose, il faut quand même dire pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardon. Donc les vieux ont décidé, comme dans la coutume, on va faire un geste à l'ancien chef qui n'est plus chef, qui a été destitué de son titre de chef. Ils ont fait la coutume, une grande coutume, des cadeaux, des casse-têtes, des saguets, des ignames, des tarots, des bananes, beaucoup de choses. Et ils ont fait la fête. Ils ont tenu un pilou pendant 1 mois. Pendant ce temps-là, le petit garçon était dans le ventre de sa mère. Et les vieux ont dit, on va te donner un enfant. On va te donner un enfant qui va porter ton nom, Rivière. Parce que l'ancien chef, il s'appelle Rivière, parce que l'endroit où il était, il y avait la rivière. On va te donner un enfant et on va l'appeler Rivière. Et ils lui ont donné cet enfant-là, qui est là, qui avait 5 mois et qui était dans le ventre de sa mère. Et ils ont fait la fête pendant 1 mois. Et au bout, à la 6e mois, il y a la maman, elle dit, mon chéri, tu as pensé à préparer l'endroit pour notre bébé quand il va venir au monde? Si c'est une fille, il faudra appeler les tontons.
Voilà, faire la coutume, si c'est un homme, bah, regarde un endroit si, bah, pour lui, pour habiter. Il prépare pour demain, quand il va arriver au monde. Oh, ma pauvre chérie, je suis vraiment désolé. C'est vrai, t'es pas au courant. Ah, c'est vrai que chez nous, on t'a pas dit. Il est adopté, notre bébé, qui est dans ton ventre. Il va s'appeler au moins comme Rivière. Je suis vraiment désolé. C'est vrai que chez nous, on a pris la décision de donner à l'ancien chef. Parce que tu sais, nous, on fait partie de la chefferie, des sujets. Du coup, il faut faire un geste parce qu'on est dans la prière maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut pardonner. Du coup, ça y est, il est encore dans ton ventre, ma chérie, mais il n'est plus à nous deux. Il est à l'ancien chef et il porte le nom Rivière. Il n'est plus sapin, il ne porte plus le nom sapin. Et la maman s'est effondrée, tombée par terre, et déçue. Et elle est tombée malade, bien malade avec le bébé dans le ventre. La pauvre. Elle a réussi à se mettre debout encore et mettre au monde ce garçon. Au bout de 9 mois. Et ce garçon, il s'appelle au moins. Il l'a appelé Rivière. Il a grandi comme tout le monde. Mais petit à petit, lui, il l'a appelé Rivière. Et un coup, elle l'a appelé Sapin. Mais non, tu t'appelles pas Rivière. Mais non, on t'a adopté. Tu es Sapin. Ah ben non, tu es pas Sapin. Tu es Rivière. Il a vécu comme ça. Il savait pas trop où mettre le pied. Il était perdu des fois. Mais des fois, il était bien. Il se sortait bien. Et plus il grandit, plus il se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que les gens lui faisaient comprendre qu'il a été adopté et qu'il ne porte plus le nom Sapin. Enfin, qu'il ne devrait plus porter le nom Sapin. Qu'il devrait porter le nom Rivière. Parce qu'il porte toujours le nom Sapin. Oh là là, c'était très difficile pour lui. Mais il y avait des moments où il se disait, il vivait comme tout le monde. Du coup, ça allait. Les copains, les copines. Et après, il a rencontré quelqu'un. Il a eu 3 lits. Premier lit, 2 enfants. Ça ne se passe pas toujours très bien. Des fois, ça va. Deuxième lit, 5 enfants. Pareil. Il y a des moments où c'était très bien. Il y a des moments où, lui, c'est comme s'il avait perdu la tête. Il y a des moments où il entendait des voix. Et son père a disparu. Son vrai père biologique. Il entendait sa voix, lui dire que c'est lui son vrai père. Il entendait des voix qui lui disaient que non. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Mais qu'est-ce que je fais là?
c'était pas facile pour lui. C'était très difficile. Et il a rencontré la femme de son troisième lit. C'est une blanche. Il l'a ramené à la tribu. C'était plus pesant encore pour lui. Non simplement qu'il ne savait pas et qu'on lui dit qu'il n'est pas rivière, mais qu'il est sapin, mais qu'il n'est pas sapin, qu'il est rivière. Mais qu'on lui dit, tu sais ici, on est une tribu rebelle, on n'aime pas les blancs. Et tu oses amener une blanche ici. Je baisse la tête et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est mon cœur. C'est pas pour les embêter. Je n'ai pas fait exprès. J'aime cette femme, comme les autres mamans des enfants. Il n'a pas eu d'enfant encore. Son grand frère lui a ouvert la plaie en lui disant, tu n'es pas sapin, tu es rivière, tu n'es pas mon frère. Tu dois partir d'ici, parce que ici, c'est sapin, ici, c'est pas rivière. Et toi, ton nom, c'est rivière. Tu dois partir. Il s'est levé, il a attrapé la main à sa chérie, la blanche. Je dis, on doit partir. On va partir. Je ne sais pas où, mais on va partir. À 6 mois, je ne me suis pas senti bien. Parce que ma maman m'a donné... Elle était déçue. Encore aujourd'hui, je ne suis toujours pas bien, mais je suis avec toi. On va partir, on va aller vivre ailleurs. On va aller rester. Et il est sorti de la tribu. Il a été vivre ailleurs. Et il a fait 5 fois le tour du monde, de par son métier, parce qu'il est comédien, acteur et conteur comme moi. Il a fait le tour du monde 5 fois. Il est revenu. Mais ça se passe toujours pas bien. Et il a quitté la mère de ses enfants, la blanche. Parce que ça va pas. Lui, ça va pas. Tout. Ça va pas. Il y a des moments, ça va. Et quand ça va très, 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 très bien. Et il est allé dans un endroit où ça s'appelle la bouche du réveil. Dans la langue, on dit la bouche du réveil. Et il s'est installé au bord de la rivière. Cette rivière qui vient, la source vient de cet endroit. Et c'est chez les sapins. C'est son endroit à lui, c'est chez ses ancêtres. Et là, il s'est senti bien à la rivière. À chaque fois qu'il se mettait dans l'eau, il se sentait bien. Il était tout seul. Il avait plus ses 10 enfants parce qu'en tout, il a 10 enfants sur 3 lits. Et il a plus ses 3 mamans. Et il est tout seul avec sa rivière, les arbres, un grand trou d'eau là-bas, avec des rochers, les poissons, les oiseaux, les plantes. Et il s'est installé au bord de la rivière. Et tous les jours,
il vit au bord de la rivière. Et tous les jours, il côtoie ces arbres-là, la rivière, les oiseaux, tous les animaux qui sont sur place. Et il leur dit merci. Merci parce que j'ai pas eu mon sautier de ma vie depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Merci parce que quelque part vous êtes mon sautier. Je me refais mon sautier de ma vie que je n'ai pas eu ou que je l'ai eu, mais ça s'est pas très bien passé. Du coup, je me suis construit mon sentier avec vous. Vous, les arbres, ils marchent tous les jours sur ce sentier. Ils caressent les arbres, les plantes, ils parlent aux plantes. Ils attrapent les cailloux. Ils parlent à tout le monde sur ce sentier. Ça dure 1 heure jusqu'à cet endroit où il y a un grand trou d'eau, où il y a des chutes, il y a des grands rochers. Et il y a un grand rocher où il y a la forme d'un vieux qui s'allonge. Et il a créé une histoire, là, de ce vieux. C'est dans son imaginaire. Il s'est soigné comme ça. Je veux dire, j'ai pas eu un bon chemin de vie. Je vais faire mon chemin à moi-même. Et à 50 ans, il a construit, il fait son sentier. Et aujourd'hui, il accueille du monde pour partager avec tout le monde son sentier sur 1 heure. Et il a appelé le sentier de retour un sentier contemporain parce que tu passes, tu vois les barrières, plantation de pins de Caraïbes, une scierie, et tu arrives ici, tu retrouves la civilisation, qui est la grande route, où tu as de temps en temps, beaucoup de voitures qui passent, et il vit très bien, il se sent très bien, il se sent c'est comme ça, c'est sa thérapie ici, il s'est soigné. Bien sûr qu'il va voir le médecin, les infirmiers, mais c'est en même temps sa thérapie. Et il vit ici. Et il a fait un petit marché. Et ça s'appelle comme ça. Et c'est la fin de mon histoire, et c'est mon histoire, moi, qui est là. Merci, monsieur, dames. On va laisser la partie colloque. Mon ami qui est là vous chante une dernière chanson pour finir mon histoire. Merci encore.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Difficile de prendre la suite après cet événement musical et cette histoire très touchante. Il va quand même falloir le faire et bon, on va essayer de rester dans quelque chose du côté de l'humain. Alors le titre est déjà un petit peu illustratif, hein, donc je pense qu'il y a deux concepts dont il est important de distinguer. En psychiatrie, on a trop souvent confondu notre propre vision, notre propre conception de la maladie avec ce qui était nécessaire aux personnes qu'on accompagne. On a cru très longtemps qu'en agissant sur les symptômes, en voulant les réduire, on allait les soigner, les guérir ou leur permettre de se rétablir. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on ne va pas les guérir, mais on a toujours pensé qu'on allait leur permettre de se rétablir. Et force est de constater que qu'en pratiquant comme ça, on fait parfois plus de mal que de bien. Donc, il a fallu se traiter nous-mêmes, il a fallu écouter les personnes rétablies et finalement être attentif au mouvement des usagers pour pouvoir distinguer le concept de rétablissement. Et le rétablissement, c'est quelque chose qui est défini par les personnes concernées par les troubles. Et pour se rendre compte que nous, on devait agir en faveur de ce rétablissement défini par les personnes elles-mêmes en déployant différents outils, et pas seulement des outils pour réduire les symptômes. Évidemment, il faut les conserver, des traitements non médicamenteux, mais il faut aussi déployer d'autres outils favorables au rétablissement. Et il s'agit des outils de la réhabilitation psychosociale. Donc pour être très clair, et pour les professionnels qui sont là, ce qui relève de nous, ce sont les outils de soins de la réhabilitation psychosociale. C'est une démarche de réhabilitation psychosociale, une attitude favorable au rétablissement, mais en aucun cas on peut définir le rétablissement, en aucun cas on ne peut le prescrire, en aucun cas on peut dire à quelqu'un « je vais te rétablir ». Ça n'existe pas. Donc soyons modestes, ce qui relève de nous, ce sont les outils de la réhabilitation psychosociale, ce qui relève de la personne, c'est son rétablissement. Et ce rétablissement, il dépend de différents paramètres, et éventuellement de nous, mais même pas forcément à tous les coups. Alors on va faire ce qu'on peut, on va être en soutien du rétablissement. C'était simplement pour poser les choses, et que personne ne confonde le rétablissement de la réhabilitation psychosociale. Donc moi je vais plutôt vous parler de réhabilitation psychosociale, parce que je suis psychiatre, professionnel de santé mentale, mais je vais quand même définir un petit peu le rétablissement dans ces différentes conceptions en m'appuyant sur la parole de personnes rétablies. Donc la réhabilitation psychosociale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes à se rétablir? Eh bien, on peut renforcer leur pouvoir de décision et d'action. On peut renforcer leur capacité. Ça a été dit par la vice-présidente en introduction. La réhabilitation psychosociale, elle montre les capacités des personnes et elle les renforce. Et déjà, si on fait ça, on fait beaucoup. Parce qu'on est sur des personnes qui ont surtout été dévalorisées, dont on a pointé les incapacités, qu'on a définies éventuellement par ces incapacités. Et ces personnes, elles se sont appropriées ces définitions, elles se sont auto-stigmatisées. Et c'est déjà un travail considérable de les sortir de cette étiquette, de cette définition, et de leur permettre de voir autre chose. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire, nous, en tant que psychiatres. Donc on travaille en faveur du pouvoir d'agir, et on travaille aussi sur la société, sur l'acceptation de ces personnes par la société, pour favoriser leur inclusion. Et il me semble qu'effectivement, tout ça, ça doit être une priorité de santé. Donc que les établissements s'en saisissent, j'en suis très heureux, et que le CHS Albert Bousquet nous a invités à donner une formation et organiser cette conférence et permettre que demain il y ait tout un colloque autour de ces concepts, c'est formidable, ça c'est bien, mais il faudra aussi que la société change de regard. Donc on a aussi, nous, professionnels, et les personnes concernées, on ne peut pas ne pas s'appuyer sur elles, à changer le regard de la société, à parler à tout le monde. Donc il y a un gros effort de communication qui doit se faire en sortant de nos murs. Donc c'est ce que je disais à la radio ce matin, il faut briser les murs de l'hôpital de Bousquet. C'est plus qu'un symbole, c'est peut-être qu'il faut les casser physiquement. Il y a déjà des grillages qui ont sauté, maintenant il y a peut-être plus de murs à casser. Et en tout cas, ça marche souvent mieux de sortir et d'aller dans la ville que de faire venir les personnes chez nous, dans les hôpitaux. Moi je travaille aussi dans un hôpital, mais
Je pense que j'ai plus de facilité à être dans mes structures extra-hospitalières qu'à être dans l'hôpital, parce que c'est déjà un labyrinthe, de toute façon, le Vinatier, personne ne s'y repère, et les gens, une fois qu'ils entrent dedans, ils se perdent, ils ressortent jamais, donc ça ne va pas permettre de déstigmatiser. Donc il vaut mieux aller en ville, à la Pardieu, où je travaille, c'est au centre de Lyon, il y a une gare TGV qui est connectée à Paris, à Marseille, à Lille, etc. Et il y a plus de facilité à travailler là pour changer les choses et à faire venir les personnes dans ces structures-là. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le rétablissement ? Bon, je l'ai déjà dit en introduction, chaque personne peut y répondre, mais si soi-même on était malade, qu'est-ce qu'on souhaiterait pour nous, pour notre santé mentale ? Peut-être que si on se pose cette question, on sera plus attentif au rétablissement des personnes qui sont malades, qui ne se sont pas encore rétablies de cette maladie. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à se la poser non seulement pour elles, mais aussi pour nous. Qu'est-ce qu'on souhaiterait ? Et d'ailleurs, quand on travaille avec les pères aidants, il y a un père aidant ici qui m'accompagnait, l'autre fille Béchelaoui, avec un chapeau. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils enseignent chez nous, ils enseignent aux internes, ils organisent des journées de formation, ils les dispensent, et ils font faire des directives anticipées aux internes. Qu'est-ce que vous souhaiteriez si vous aviez, je sais pas, un accès maniaque, une attaque de panique, un accès psychotique ? Ça peut arriver à tout le monde, avec certains facteurs de stress, avec certaines prises de toxiques, tout le monde le sait bien maintenant, mais on s'en croit toujours protégé, immunisé. Non, ça n'est pas vrai, on peut tout attraper. Et on peut même développer un accès psychotique, ça peut arriver à n'importe qui. Qu'est-ce qu'on souhaiterait si on avait un accès psychotique sous corticoïdes ou sous cannabis ou n'importe quelle drogue, un psychédélique par exemple, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on souhaiterait ? Alors pour illustrer ça, et faire le lien avec la réhabilitation psychosociale, cette citation de Patricia Digan est plutôt parlante. Patricia Digan, c'est une leader du mouvement des usagers aux États-Unis, qui a reçu un diagnostic de schizophrénie quand elle était jeune, à qui on a prédit le pire, qui est restée enfermée pendant très longtemps, qui a subi de mauvais traitements à l'hôpital, comme toutes les personnes qui sont enfermées dans des murs avec un cadre très strict et des pratiques hospitalo-centrées. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas bouger parce que sinon on va t'enfermer. Bon, c'est comme ça que les gens sont souvent traités. Et les portes sont malheureusement encore trop souvent fermées en psychiatrie, donc il faut les ouvrir. Donc elle a voulu changer tout ça. Elle a dit je vais me battre et je vais modifier les pratiques dans mon pays, aux États-Unis. Je vais faire un doctorat, etc. On lui a dit tu es délirante. On lui a prescrit des antipsychotiques, mais en fait on avait tort parce qu'elle a fait un doctorat de psychologie. Et elle a changé les choses dans son pays et dans le monde. Donc c'est important d'écouter les personnes, et ces propos-là ne sont pas forcément délirants. Et en tout cas, ce qu'elle écrit ici, c'est vraiment la définition de la réhabilitation psychosociale. On met en évidence ce que les personnes peuvent encore faire pour leur permettre d'aller plus loin et de se rétablir. Et ça, pour elle, c'est vraiment une base de son rétablissement. Elle le dit très régulièrement, vous pouvez l'écouter, il y a de multiples témoignages sur Internet, en anglais, sous-titrés en français, elle a écrit plein d'articles, de chapitres depuis très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui est encore très actif, qui a monté un cabinet, elle vit de ça maintenant aux États-Unis, et c'est une belle personne. Donc le rétablissement, en fait, on ne peut pas tellement le définir de manière générale, on peut en définir les principes généraux. Donc Patricia Digan, elle a bien dit que pour elle, ce qui était important, c'était de définir ses capacités, mais pour une autre personne, ce sera tout autre chose. Ce sera, je ne sais pas, vivre dans une forêt tranquillement et ne plus voir personne. Peut-être qu'il faut le respecter, enfin sûrement il faut le respecter. Pour une autre personne, ce sera construire sa famille, ce sera avoir des enfants. Toutes choses qu'on a longtemps interdit à des patients qui avaient des troubles mentaux sévères, en pensant que finalement ils n'en étaient pas capables, qu'ils seraient dangereux pour les enfants, etc. Et là, il y a vraiment un chemin inverse qui est en train de se faire depuis des années, et ça redonne de l'espoir à ces personnes. Donc finalement, il y a autant de définitions du rétablissement que de personnes. Mais en fait, il faut demander à la personne qui est en face de soi quels sont les critères de son rétablissement. Évidemment, ce n'est pas au moment où elle va le moins bien, c'est au moment où elle commence à aller mieux, où elle commence à avancer, où elle commence à se poser, qu'on peut lui poser cette question, mais elle est capable de répondre, et ce n'est pas à nous de lui dire ce qui est bon pour elle, c'est à elle de dire ce qu'elle souhaite, et nous, on va être en appui pour lui permettre d'atteindre ce qu'elle souhaite. Et donc, évidemment, le rétablissement, ça n'est pas la disparition des symptômes. On a trop longtemps visé ça en médecine, en calquant la psychiatrie sur les autres disciplines médicales, mais la psychiatrie, elle est différente, parce qu'on s'adresse à des personnes, et parce que là, on est sur des troubles qui dépendent aussi de facteurs qui sont très personnels, très intriqués à la structure de personnalité, qui sont très intriqués à son histoire. Et on ne va pas pouvoir complètement enlever ces symptômes, mais en tout cas, si on veut les enlever complètement, on fera souvent plus de mal que de bien. Et ce n'est pas ce qui est utile à la personne. Donc c'est la personne concernée qui sait quand elle est rétablie, ce n'est pas nous, professionnels de santé, qu'on soit psychiatre, infirmier, ergothérapeute, psychologue, etc., etc.
Et puis on ne peut pas être normatif, il n'y a pas des critères sociaux de rétablissement. Parce que pour certains, tout ça n'est pas ce qu'ils souhaitent, et puis pour d'autres, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils peuvent ou ils ne peuvent pas, on croit qu'ils ne peuvent pas, en fait ils peuvent. Donc il faut écouter les personnes, les accompagner dans leur cheminement et leur permettre d'atteindre ce qui est positif pour eux. Mais ce qui est très important pour nous, professionnels de santé mentale, c'est d'avoir vraiment en tête que chacun a un potentiel de rétablissement. On ne peut pas condamner les gens en disant « toi tu t'en sortiras pas », parce que trop souvent, c'est ce qu'on a fait. Moi, quand je prenais la psychiatrie pour passer le concours de l'internat, dans les années 80, début 90, c'était la schizophrénie, c'est un trouble mental sévère, invalidant, etc. On avait l'idée, ces gens-là, ils ne peuvent pas aller bien. Et la plupart vont aller mal. Une partie devra vivre en institution. Ça, c'est ce qu'on nous apprenait à nous médecins, c'est ce qu'on apprenait aux infirmiers. Donc on était conditionnés pour penser qu'ils ne pouvaient pas se rétablir. Et en fait, on les enfermait dans quelque chose qui, en soi, par cette définition, leur enlevait la capacité déjà d'aller de l'avant. Donc il faut traiter ce genre de conception et avoir l'idée qu'effectivement, le rétablissement, c'est pour tous. Et donc ça s'apprend en observant, ça s'apprend en écoutant. Effectivement, on a tous fait des rencontres quand on est psychiatre de gens dont on a cru que leur cas était extrêmement sévère, voire désespéré, puis on les a vus aller mieux. Et ça nous permet de croire à ce rétablissement. Mais il faut du temps. Donc c'est pour ça que maintenant on ne forme plus les internes comme ça. C'est pas la peine d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience pour se rendre compte de ça. C'est mieux de le savoir tout de suite. Donc c'est très important, l'enseignement, que ce soit pour les médecins ou les paramédicaux. Donc l'enseignement, on l'a reformaté différemment et on demande à des pères aidants de participer à l'enseignement. Ça, c'est très très porteur et très apprécié par les internes. Alors ce qui est important de dire maintenant, si on va plus loin sur la modélisation du rétablissement, c'est que quand on emploie le mot seul, on parle du rétablissement personnel. Il y a d'autres dimensions du rétablissement. Donc pour être plus précis, on peut utiliser des modèles pluridimensionnels où le rétablissement personnel est confronté à d'autres dimensions, par exemple le rétablissement clinique ou le rétablissement fonctionnel. Le rétablissement clinique, c'est ce qu'on vise d'habitude en médecine, la réduction des symptômes. Bon, on a bien vu qu'il y avait une disjonction entre le rétablissement personnel et le rétablissement clinique, parce que certains se sentent bien avec beaucoup de symptômes et d'autres qui n'ont plus de symptômes se sentent très mal. Et on les a enlevés avec beaucoup de médicaments qui ont plutôt annihilé les capacités de la personne. Je rappelle simplement que les antipsychotiques, qu'on utilise beaucoup en psychiatrie, c'est nos principaux médicaments pour les troubles mentaux sévères, agissent sur les récepteurs D2 à la dopamine, et que si on les sature à plus de 80%, on enlève toute capacité d'apprentissage. Donc si on met de l'aldol-décanoate, par exemple, à 4 ampoules du premier coup, ça arrive, il y a des médecins qui font ça, des psychiatres, des généralistes, on est sûr de saturer les récepteurs D2 à la dopamine, c'est pas la dose. Donc certains dans la salle savent ça, et prescrivent à 2, 3, 4, 5 mg maximum. Mais ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas ce qu'on nous apprenait avant quand on était interne. Donc ça, on a à y veiller et on a vraiment à changer les modalités pédagogiques pour éviter ça, parce que là, évidemment, on pourrait croire qu'on vise le rétablissement clinique, mais non, on va surtout viser une iatrogénie bien réussie. Et en tout cas, on ne va certainement pas être favorable au rétablissement personnel. Donc il faut bien distinguer le rétablissement clinique du personnel, et là, on va considérer plus maintenant le rétablissement fonctionnel, qui est la cible de la réhabilitation psychosociale. Donc en fait, le rétablissement personnel, il s'appuie sur 3 dimensions, mais pas que, parce que même si tout va bien dans ces 3 dimensions, la personne n'est pas sûre de se rétablir, et même si tout va mal dans ces 3 dimensions, parfois la personne se rétablit. Ça, c'est le hasard des personnes, des rencontres, des besoins des individus. Donc le rétablissement clinique, on en a parlé, le rétablissement personnel, c'est ce qu'on appelle rétablissement depuis le début, on a compris que c'était propre à chaque personne, que ça ne se confondait pas avec le rétablissement clinique, mais que pour un bon nombre de personnes, c'était quand même mieux d'avoir moins de symptômes parce qu'il y a moins de souffrance. Mais néanmoins, il faut aussi viser le rétablissement social, c'est-à-dire avoir une inclusion sociale satisfaisante pour accéder à l'emploi, à un logement autonome, pouvoir accéder à des relations amicales, à construire un couple, avoir des enfants, etc. On a vu tout ce que ça peut faire, les difficultés dans le domaine de la parentalité. On vient d'en parler juste avant. Mais c'est aussi être capable d'affronter son quotidien. Et ça, c'est le rétablissement fonctionnel. Être capable d'utiliser des capacités pour résoudre des situations du quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps. Mais c'est la cible de la réhabilitation psychosociale. En fait, nous, on est là pour permettre aux personnes d'affronter des situations de manière positive, plutôt que d'être en échec par rapport à des choses toutes simples du quotidien. Gérer son logement, gérer ses transports, gérer les relations avec son employeur ou les tâches professionnelles quand on a du travail, etc., etc. Donc rajouter cette dimension, c'est quelque chose qui ouvre de nouvelles perspectives pour les personnes.
Donc déjà, avoir cette conception du rétablissement, pouvoir la partager avec les personnes concernées et cibler tout ça, là c'est quelque chose qui est positif pour les personnes qu'on accompagne. En fait, ça c'est la simple révolution de la réhabilitation psychosociale, et c'est pour ça que c'est entré dans les textes réglementaires français dans les années 2010, à la fin des années 2010 et 2020. Donc quels sont les piliers du rétablissement? La connaissance de soi, l'espoir. L'espoir, c'est déjà conditionné par le regard que les soignants portent sur la personne. Donc si nous, on a un regard négatif, si on pense que les personnes, il faut les enfermer dans un établissement avec des portes très bien fermées, des portes blindées, des verrous partout, des grillages et tout, ben, c'est sûr que les personnes, elles ne vont pas avoir beaucoup d'espoir, elles ne vont pas avoir une bonne image d'elles-mêmes. C'est pour ça aussi qu'on essaye d'hospitaliser les personnes le moins qu'on peut, parce que même quand les portes sont ouvertes, comme on le fait maintenant au Vinatier, tout est ouvert, tout le monde circule, SPDRE, SPDT, etc., c'est ouvert, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, ça reste un établissement qui est à l'extérieur de la ville, avec une vie à part et avec des règles institutionnelles qui ne sont pas faciles à supporter pour les usagers. Donc on privilégie au maximum des approches extra-hospitalières, avec des équipes mobiles, un accès facilité aux soins, une prévention, parce qu'on pose des diagnostics les plus précoces possibles, et on limite au maximum l'hospitalisation et tous les traumatismes qui vont avec. Donc ça, c'est très important. Donc les piliers du rétablissement, c'est permettre aux personnes d'avoir des objectifs. Donc quand on fait de la réhabilitation psychosociale, et la réhabilitation psychosociale, elle n'est pas réservée à la centaine de structures de recours qu'on a créées depuis une quinzaine, vingtaine d'années maintenant en France. La réhabilitation psychosociale, c'est au cœur de toutes nos pratiques, enfin du moins ça devrait l'être. Bon là, si on est là cette semaine, c'est parce que Bousquet veut que ça le soit, donc ça c'est très bien. Mais on voudrait que tous les secteurs de psychiatrie générale de France s'emparent de ça et permettent aux personnes de définir des objectifs et fassent des liens entre les soins et la vie de la personne. En fait, l'apport de la réhabilitation psychosociale, c'est ça, c'est faire des liens entre les soins, certains soins spécifiques qui permettent d'affronter les situations du quotidien, et la vie de la personne. Alors que trop longtemps, on s'est occupé de réduire les symptômes, et la personne, c'était « débrouille-toi dans ta vie ». Là, vous pouvez regarder le livre d'un journaliste dont la fille était hospitalisée au Vinatier il y a une vingtaine, trentaine d'années maintenant, qui s'appelle Le Coupongle. Donc lui, il a été très choqué, c'est pour ça qu'il a fait ce livre sous un pseudonyme, je ne me rappelle plus lequel, c'est quelque chose de Laurent, enfin c'est un nom un petit peu comme ça. En tout cas, le titre, c'est Le Coupongle, et la personne, elle est restée pendant 9 mois, enfin sa fille ou son fils, je ne me souviens plus très bien, 9 mois pour vraiment éroder les symptômes, la vie institutionnelle, enfin vraiment mettre dans une bonne routine bien chronique la personne, dans l'ancêtre du pôle centre-Rive-Gauche, qui était le pôle centre de l'époque. Voilà, unité, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y avait Magellan, voilà, 1, 2, 3, une de ces unités-là. Marie connaît peut-être, hein, qui est infirmière au Vinatier aussi, mais qui est arrivée après la fermeture de tout ça, je pense. Donc Magellan 1, 2, 3, donc pendant 9 mois, la personne est là-dedans, on la chronicise bien, on lui met plein d'antipsychotiques, comme ça elle ne peut plus penser, elle ne peut plus se rebeller, elle ne peut plus rien faire du tout. Puis au bout de 9 mois, on lui dit tu sors, et maintenant tu te débrouilles. Et son père, il était choqué qu'effectivement, personne ne s'occupe de ses projets, on la laisse comme ça. On est juste là pour taper sur la tête, rendre docile, et puis après sortez. Donc ça, c'est une vision un peu soviétique de la psychiatrie quand même. Mais néanmoins, pratiquée dans un hôpital psychiatrique qui s'appelle le Vinatier, et qui pratiquait comme ça il y a 20-30 ans. On revient de loin. Mais vous voyez, on s'est traité, on s'est rétabli, on a fait un effort, on a cassé les murs, on a fermé des centaines de lits, on a créé des équipes mobiles, des structures qui reçoivent les patients directement en quelques jours pour voir un psychiatre, on a recruté des dizaines de pères aidants, on s'est traité. Mais il faut un traitement radical. Et en tout cas, on ne peut pas faire tout ça sans incarner le rétablissement, on ne peut pas faire tout ça sans avoir des pères aidants dans nos équipes. Ça, c'est très très important. D'ailleurs, on a fini la formation de 4 jours pour Albert Bousquet tout à l'heure, et ce qui est ressorti, c'est « Ah, le père aidant qui est ici, c'est formidable, maintenant on veut ça, quoi. C'est une révélation. C'est ressorti de la conclusion, c'était dit par les participants. Merci votre fille, merci d'être là, et merci ceux qui étaient là des équipes, parce que je crois que le message est bien passé. Le rétablissement, il faut l'incarner à la fois pour les patients, pour donner de l'espoir, mais à la fois aussi pour les équipes, parce que les équipes de soins, les paramédicaux, les médecins, etc., surtout ceux qui travaillent dans un hôpital qui peut enfermer, qui peut voir que les pires situations, avec des récidives, des rechutes, des réhospitalisations, ils développent une vision extrêmement pessimiste des troubles. Donc on a aussi besoin de nous traiter nous-mêmes et de retrouver l'espoir, et les pères aidants, ils nous redonnent l'espoir. Ce que je dis souvent dans le CMP, au CMP, quand le père aidant arrive, ça fait une action antidépressive. C'est notre antidépresseur à nous, parce que sinon, on est mal et on se résigne à plein de choses, parfois indignes ou inutiles ou inefficaces, ou en tout cas fausses, mais malgré tout, on n'y croit plus. Donc il faut les pères aidants parmi nous.
Donc la réhabilitation psychosociale, sur quoi elle agit? Qu'est-ce qui permet aux personnes finalement d'affronter les défis du quotidien? C'est déjà d'avoir des capacités cognitives qui sont à peu près bien utilisées et efficaces pour gérer ce qu'on a à faire. Parce que, bon, quand même, il y a des troubles cognitifs très largement associés à tous les troubles mentaux sévères et à tous les troubles du neurodéveloppement. Il n'y a pas de schizophrénie, il n'y a pas de troubles bipolaires, il n'y a pas de troubles borderline, il n'y a pas d'autisme sans troubles cognitifs associés. Et ces troubles cognitifs, en fait, on les laisse pour compte. La recherche de la plainte cognitive, elle est pratiquement jamais faite. Et je vous dis ça après 30 ans d'efforts. Hein. On a mis en place des centres de réhabilitation psychosociale pour faire ça. C'est écrit, hein, il faut le faire. On ne peut pas avoir d'agrément, d'autorisation d'exercice de psychiatrie pour un établissement sans faire de la réhabilitation psychosociale. Et dans la réhabilitation psychosociale, il faut qu'il y ait de la remédiation cognitive. On a beau dire ça, il suffit qu'il y ait un neuropsychologue dans un coin qui fasse un bilan une fois par an et peut-être une prise en charge tous les 10 ans pour se donner bonne conscience et penser qu'on fait ce qu'il faut. Mais non, malheureusement, le besoin, c'est pour tous les patients. Et ça, c'est toujours pas fait. Force est de constater, parce qu'on l'observe, on a mis en place une cohorte nationale qui s'appelle RECOS. Pour les centres de réhabilitation psychosociale qui veulent participer, il y en a 30 à 35 qui veulent participer, c'est les plus dotés qu'on appelle les centres support, et on recueille des informations sur les patients, les soins, etc., etc. Et force est de constater que sur les 10 000 patients à peu près qui sont dedans, bien trop peu, quelques centaines seulement, bénéficient de remédiation cognitive. Force est de constater aussi que les personnes qui vont dans ces centres y arrivent bien trop tard. Au bout de 13 ans, avec 5 mois en moyenne d'hospitalisation, avec pour un quart d'entre eux plus de 3 médicaments, donc aucun respect des doses minimales efficaces ni de la monothérapie, après un âge de 35 ans, je crois. Enfin, donc bien trop tard. Et en plus, qui plus est, un tiers à la moitié d'entre eux sont des patients déjà rétablis. Donc ça doit réfléchir à ceux qui conçoivent l'offre de soins, les directeurs d'hôpitaux, les présidents de CME, les psychiatres. S'il vous plaît, ne traitez pas les patients rétablis. Le problème, c'est que les structures aiment bien garder les patients rétablis parce qu'ils sont gentils, ils sont très positifs et on fait plein de trucs très sympathiques ensemble. Et les infirmiers, quand ils conçoivent une offre thérapeutique qui monte un CATTP, un CATTG maintenant ou un hôpital de jour, ils choisissent ce qu'ils font et c'est très bien, on fait tout ça ensemble. Oui, on fait du bien. Mais la question, c'est pas ça, c'est la question de santé publique. C'est tous ceux qui ne sont pas traités à côté, qui vont aller mal et qui n'accèdent à rien. Donc il faut vraiment se décentrer de nous, de ce qu'on peut faire qui nous fait plaisir et avec les quelques patients qui vont bien, pour se centrer sur ceux qui ne vont pas bien et qui ont besoin d'aller mieux. En tout cas, les chiffres sont clairs, puisqu'on a une échelle de rétablissement, et on sait très bien qu'un tiers à la moitié des personnes suivies en réhabilitation psychosociale en France ne devraient pas du tout être là et prennent la place des autres. Donc voilà, pour Bousquet, ne faites pas ça. Faites passer des échelles de rétablissement, voyez où en sont les gens. Quand ils sont rétablis, il faut qu'ils sortent et qu'ils laissent la place aux autres. C'est très important. Donc les troubles neurocognitifs, c'est troubles de mémoire, troubles d'attention. Les fonctions exécutives, c'est la capacité à organiser son comportement en tenant compte du contexte, en fonction d'un but. Les troubles de la cognition sociale, c'est comprendre les autres, leurs intentions, leurs émotions faciales, etc. etc. Tout ça, ça gêne. La capacité à avoir des interactions sociales positives avec sa famille, avec son employeur, ses collègues, ses amis. Donc c'est très important de le repérer, c'est très important de le bilanter. Et donc il faut que les neuropsychologues fassent des bilans cognitifs, bilan neuropsychologique, bilan de cognition sociale, et pour tous les patients qui en ont besoin, c'est-à-dire beaucoup, 80% de ceux qui ont une schizophrénie quand même, qui ont des troubles cognitifs avec un retentissement, et l'impact fonctionnel, il est montré par des centaines, des milliers d'études, il y a des tas de méta-analyses qui montrent ça. Donc il faut des neuropsychologues pour faire des bilans, suffisamment de neuropsychologues qui fassent suffisamment de bilans. Ça c'est très important, c'est un critère majeur pour un établissement, il faut vérifier ça. Donc maintenant, moi j'ai pas mal de neuropsychologues dans le pôle, je vérifie, la file active, je la demande au DIM et on regarde, et voilà, s'il n'y en a pas assez, fin du contrat. C'est pas possible de faire autrement. Et, il ne faut pas qu'elle fasse autre chose, il faut qu'elle fasse des bilans. Trouble de l'insight, comment on gère ça? On gère ça par la psychoéducation, c'est extrêmement important pour aller mieux, de comprendre ce qu'on a, de comprendre ses besoins quotidiens, de comprendre ce qui va être utile à son rétablissement, de comprendre que le rétablissement est possible. Et tout ça, ça passe par de la psychoéducation, et c'est l'occasion de rencontrer un père aidant, parce qu'il n'y a pas de psychoéducation sans père aidant. Donc, outils de la réhabilitation psychosociale, remédiation cognitive, dont la remédiation de la cognition sociale, psychoéducation, et puis tous les accompagnements nécessaires pour avoir plus d'autonomie. Mais ça, on connaît bien en psychiatrie, ça c'est toujours présent. Donc, quels sont les enjeux? Il faut que les personnes y accèdent facilement. Donc, comme elles n'ont pas de demande, il faut faire émerger la demande.
quand on part d'une population standard de psychiatrie qui a l'habitude d'être enfermée, de s'auto-stigmatiser avec des familles qui ne demandent rien, il faut faire émerger la demande, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les patients. C'est comme les familles des patients qui ont des troubles psychiques, elles ne viennent pas spontanément à l'aide aux aidants. Elles ont toutes besoin, elles ont une perte d'espérance de vie, elles sont déprimées à plus de 50%. Lisez les travaux d'Yanodé, mais il y a plein d'études randomisées, contrôlées, de méta-analyses, tout ce que vous voulez, énormément de travaux scientifiques qui montrent ça, mais elles ne vont pas demander à bénéficier de l'aide aux aidants, il faut aller les chercher. Ben c'est pareil, la plainte cognitive, il faut aller la chercher. La montée en compétences, l'empowerment, ça n'arrive pas du premier coup, ça arrive petit à petit, parce que les personnes, elles osent petit. Mais au début, il faut aller les chercher et leur permettre d'aller de l'avant. Donc il faut leur donner de la place. Et puis ça prend des années derrière. Quand on veut faire un comité des usagers au départ, on n'y arrive pas parce que personne ne se porte volontaire. Mais les gens, ils ont les mêmes besoins que tout le monde. Leur santé mentale, elle repose sur elle dépend des mêmes déterminants que vous tous, que vous alliez bien ou pas bien. On a tous les mêmes besoins. Donc avoir conscience de ça, c'est très très important. Donc il faut les sortir de quelque chose qui les enferme, que ce soit dans des murs ou dans des conceptions. Ça, c'est très important. C'est très important d'utiliser des outils de soins qui ont fait la preuve de leur efficacité. Parce qu'on a toujours tendance en psychiatrie à donner une tradition un peu orale de ça doit être bien, pourquoi pas, j'essaye ceci, cela. Non, il y a des travaux scientifiques qui montrent que ça marche et que ça marche pas. Bon, utilisons ce qui marche. Et utilisons les moyens de l'assurance maladie, les cotisations sociales, pour faire des choses qui relèvent du médical. Il y a des choses qui sont très importantes, mais qui ne doivent pas être faites avec des moyens médicaux. Donc mettons de l'ordre, l'organisation. Mais là, vous avez un président de CME qui organise, donc vous avez de la chance. Parce qu'il sait ce qu'il faut faire. Ça, c'est là, ça, c'est là, ça, c'est là. Parce que sinon, si chacun fait n'importe quoi dans tous les sens, et que tout est mis à égalité, en fait, on n'aide pas les gens. Et chacun doit être dans son rôle. Les psychiatres doivent faire de la psychiatrie. En France, on a 15 000 psychiatres, on a beaucoup de psychiatres, mais comme ils ne font pas de psychiatrie, on a l'impression qu'on en manque. En fait, ils font les psychologues en cabinet. Ils soignent quelques patients qui suivent pendant 10, 20, 30 ans. Ils font des psychothérapies au long cours. Mais par contre, on manque de 5 000 psychiatres dans les hôpitaux. Les neuropsychologues, elles vont faire de la psychothérapie aussi, parce qu'elles aiment bien. La psychothérapie, c'est bien pour tous. Il n'y a personne pour faire les bilans, il n'y a personne pour faire le travail du psychiatre, c'est-à-dire diagnostic, traitement, organisation des soins, etc. Et puis surtout dans les hôpitaux. Et puis en plus, on a une mauvaise répartition sur le territoire national. Ils sont tous au même endroit, à Paris, sur la Côte d'Azur, à Lyon 6e. Et à plein d'endroits, il y a 0 psychiatre. Donc il y a un peu d'ordre à mettre dans tout ça si on veut que ça fonctionne. Mais déjà, si chacun y met du sien, ça va fonctionner mieux. Et puis, donc, il ne faut pas encombrer les dispositifs, il faut que les soins soient à durée limitée. Quand les gens vont mieux, il faut qu'ils quittent le dispositif. C'est ce qu'on fait sur notre CMP. D'emblée, quand ils arrivent, on les accueille, bien, avec le café, père aidant, vous allez avoir ci et ça, vos familles vont être accueillies à l'aide aux aidants, vous aurez des soins de rééducation psychosociale de l'autre côté de la rue au CATTG. Bientôt, on va demander à l'équipe du CATTG de venir leur parler directement pour les intégrer. On va regrouper tous les dispositifs dans le même bâtiment, et comme ça, ce sera encore plus rapide et plus efficace. Je l'aurais déjà dit, hein, Elisabeth, c'est pas une surprise. Et donc, on les prévient aussi qu'ils vont être là pendant quelques temps, tant qu'ils ont besoin de nous. Si c'est juste renouveler une ordonnance, le généraliste le fera aussi bien. C'est ce qui se fait dans la province Nord ici, c'est très bien. C'est ce qu'on essaye de faire là-bas, mais c'est plus difficile parce que les généralistes, ils sont un peu rétifs. Ah non, les antipsychotiques, moi je touche pas, ça c'est trop compliqué. Hein. C'est super compliqué de prescrire un antipsychotique. On leur propose des formations. Hein. Donc ça avance, mais petit à petit. Donc pour faire tout ça, il faut des équipes pluridisciplinaires. J'ai mis les pères aidants en rouge, j'en ai déjà parlé, mais il faut tout ce monde-là parce que c'est des pathologies complexes avec des besoins qui sont complexes également. Et donc il faut pouvoir agir sur plein de dimensions. Donc on ne peut pas se passer de toutes ces professions. Donc il faut des grosses équipes, et c'est pour ça que les hôpitaux sont les seuls capables de faire ça, et se recentrent plus sur les troubles mentaux sévères, les troubles plus courants, ils se soignent plutôt en libéral, sur les troubles anxieux classiques ou les dépressions classiques. Et là, les généralistes savent bien faire. Mais nous sommes seuls capables d'avoir cette diversité nécessaire au traitement des troubles mentaux sévères. Donc les pères aidants, un petit mot, pour ceux qui viendront demain au colloque, et je vous invite à venir au colloque, Lotfi Bechellaoui présentera ce que c'est que la pérédance, il présentera son parcours, il présentera le témoignage d'une personne qui a bénéficié de la pérédance, qui a un parcours exemplaire, donc là vous en apprendrez plus. Moi je ne suis pas pérédant, je peux juste le dire de l'extérieur, mais par contre j'ai favorisé le développement de la pérédance, j'ai créé une formation qui fonctionne bien, on en est à la 8e promotion, donc je peux en dire quelques mots, et je sais qu'il ne suffit pas de dire pérédant pour que ça fonctionne. C'est compliqué, il faut trouver les bonnes personnes, il faut les former, il faut qu'elles aient du recul sur leur maladie, il faut qu'elles ne pensent pas que leur parcours est universalisable et que leur exemple va pouvoir s'appliquer à tout le monde. Donc il faut qu'elles soient professionnelles.
Et il faut qu'elles s'intègrent dans les équipes, et il faut que les équipes les acceptent. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce livret, par exemple, pour permettre aux équipes d'accepter de travailler avec un père aidant. Et évidemment, ça demande toute une préparation, de multiples réunions, et puis un profil de poste bien net, pour qu'il n'y ait pas de glissement de tâches, et que les pères aidants prennent la place qui leur incombe, et qu'ils fassent ce que seuls eux peuvent faire. Parce que c'est pareil que pour tout le reste. Si les psychiatres ne font pas de psychiatrie, les neuropsychologues ne font pas de bilan cognitif, et les pères aidants n'ont pas de père aidance, c'est le désordre. Donc les pères aidants, ils doivent faire de la père aidance, pas autre chose, pas écrire des projets, faire de la recherche. Ils doivent faire de la père aidance, c'est-à-dire voir des personnes, les accompagner et leur permettre d'exploiter leur savoir expérientiel au bénéfice du rétablissement. Là, si chacun est dans son métier, tout le monde est bien gardé, mais on ne mélange pas les tâches et il n'y a pas une partie commune. La seule partie commune, c'est avoir de l'espoir, croire au rétablissement des personnes. Et si on travaille chacun dans ce qu'on a appris, de sa propre profession, ben là, on va aider les personnes. S'il y a du désordre, ben on ne les aide pas. La père aidance, elle est efficace. Je cite simplement 2 travaux, 2 études randomisées contrôlées. La première a été publiée dans le Lancet en 1998, la deuxième dans le JAMA Psychiatrie en 2022. Là, vous avez la rédaction d'un livret de psychiatrie que tous les participants devaient rédiger, tirage au sort, soit ils rédigent tout seuls, ils reçoivent par la poste, soit ils rédigent accompagnés par un père aidant. Tirage au sort, c'est la seule bonne méthode pour être sûr que les résultats ne sont pas dus à une sélection, un biais de sélection. Parce qu'évidemment, tous ceux qui veulent être accompagnés par le père aidant, ils sont dans le groupe, et ça favorise un résultat positif. Là, on tire au sort, comme ça on est sûr que c'est vraiment l'intervention du père aidant qui va être bénéfique, et non pas d'autres critères de sélection dans tel ou tel bras. Donc là, avec cette procédure qu'on dit randomisée contrôlée, ceux qui ont bénéficié de la père aidance pour rédiger le livret de rétablissement avaient 1/3 d'hospitalisation en moins par la suite. Je ne sais plus si c'était dans l'année ou les 6 mois qui ont suivi. 1/3 d'hospitalisation en moins. Donc on voit l'impact de la père aidance aussi sur le recours aux soins. Là, c'était la rédaction de directives anticipées en psychiatrie et des parents père aidants ou pas de directives anticipées en psychiatrie. Ceux qui rédigent des directives anticipées en psychiatrie avec l'aide d'un père aidant ont 1/3 en moins de soins sous contrainte. Donc ça, c'est parmi des centaines, les milliers de travaux sur la père aidance et plusieurs méta-analyses qui montrent l'efficacité. Parce que certains collègues disent que non, c'est une secte, la père aidance, dont je serais le gourou, hein, il y en a qui disent ça comme ça. Il n'y a pas de travaux scientifiques, il n'y a rien. Ben non, il y a des travaux scientifiques, il y en a des centaines, voire des milliers, et il y a une dizaine de méta-analyses environ. Et les résultats, ils sont tout à fait parlants, avec des méthodologies tout à fait strictes. Le Lancet ou le JAMA Psychiatrie ne prennent pas des méthodologies qui sont approximatives. Donc il y a des travaux scientifiques, vous pouvez vous y référer si vous avez besoin. On a une bibliothèque au Centre ressources national de réhabilitation psychosociale qui les compile, on peut en faire état. Donc il faut défendre la père aidance en disant bien que ça s'appuie sur des travaux scientifiques. Ça c'est très important également. On s'appuie aussi beaucoup sur le case management pour éviter les ruptures de parcours. Ce qui fait perdre de l'espoir à la fois aux personnes concernées qui rechutent parce qu'il y a des ruptures de traitement, mais fait aussi perdre de l'espoir aux professionnels de santé, donc c'est ces ruptures de parcours. Et pour les limiter, il faut accompagner les personnes, il faut que quelqu'un soit responsable du lien de cette personne avec sa communauté. Et ça, c'est le case manager. Donc on a fait monter en compétences, Elisabeth Darocha, qui est cadre supérieur de santé, qui est ici, organisé jusqu'à 171 actions de formation par an, pour faire monter en compétence tout le monde. Le directeur de l'hôpital a dit « Tu fais une transformation exemplaire, c'est très important, tu dépenses autant d'argent que tu veux pour les formations. » Donc ça, c'est très important, ce type de contexte. Parce qu'effectivement, on ne peut pas transformer radicalement les soins et les pratiques sans se former. Donc là, on a formé 300 agents chaque année dans plein de formations, y compris au case management. Et c'est surtout les infirmiers qui sont case managers, mais aussi les ergothérapeutes et aussi quelques pères aidants qui ont pu faire ça. Et ça limite vraiment les ruptures de parcours. Donc la réhabilitation psychosociale, elle ne doit pas être prescrite, elle doit être demandée par la personne. On est dans des approches, dans le cadre d'approches orientées vers le rétablissement, donc on ne décide pas, on ne prescrit pas, on est en soutien, on accompagne la personne. Mais pour qu'elle puisse le demander, il faut qu'elle soit informée. Pour qu'elle soit informée, à la limite, le mieux, c'est que toute la population soit informée. Donc passer à la télévision, NC la première, c'est très bien, ou à la radio, parce que tout le monde est informé, et dans la population, il y a les parents, il y a les patients, il y a les médecins, il y a les infirmiers, il y a les directeurs d'hôpitaux, tout le monde le même niveau d'information. Ça s'appelle monter le niveau de culture de santé mentale. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc là, je trouve que c'est bien, c'est quelques semaines ici, ça se passe très bien, il faut faire ça dans toute la France. Et il faudrait vraiment mettre au programme de l'éducation nationale un enseignement sur la santé mentale et les troubles de santé mentale. Ça se fait dans d'autres pays, en Australie, ça fait des décennies qu'ils font ça. Donc après, on n'a plus peur de la personne qui a une schizophrénie, parce que c'est une maladie comme une autre, dépression, schizophrénie, troubles bipolaires, on sait ce que c'est, ça existe, autisme.
On sait ce que c'est, ça existe. Là, moi, on accueille des étudiants, enfin des collégiens en stage au centre ressources de Réhab. Donc, quand on leur demande, je l'ai fait il y a quelques années, ah bah oui, l'autisme, la schizophrénie, vous savez ce que c'est? Oui, on sait ce que c'est. Dans notre classe, il y a des autistes et tout. C'est très bien. Donc ça, ils le disent, ils savent qu'ils sont là, ils les voient. Mais après, quand on commence à creuser, ben non, en fait, ils en ont peur parce qu'on ne leur a pas expliqué ce que c'était. On a juste projeté les autistes dans leur classe, éventuellement avec des AVS. On ne leur a pas dit ce que c'était. Les enseignants, ils sont un peu paniqués, ils ne savent pas forcément trop comment bien faire. Voilà, on a fait ça comme ça. Alors qu'en fait, il faudrait évidemment former les enseignants, mettre un enseignement pour les élèves, et ça se passerait bien mieux. L'intégration, elle se passe mieux si on explique et si tout le monde se parle. Si on fait juste cohabiter comme ça en pensant que ça va se faire tout seul, ça va moins bien se passer. Bon, donc pour l'instant, on en est là. Donc j'espère que ça va finir par avancer, parce que c'est très nécessaire. Donc, information. Après, la personne rencontre un médecin, en général psychiatre, qui voit son parcours, lui explique ce que c'est que la réhabilitation psychosociale, lui propose de bénéficier d'une évaluation qui va montrer ses capacités et ses limitations, confère Patricia Digan qu'on avait tout à l'heure, pour qu'elle sache où elle en est. Ça, c'est respectueux des personnes, de leur montrer où elles en sont avec des outils qui ont fait la preuve de leur efficacité. C'est pas juste l'impression du clinicien, parce que s'il est déprimé, il va avoir une impression négative. S'il va bien, qu'il est un peu excité, il va avoir une impression positive. Donc non, là, on veut du solide avec des chiffres. Donc on évalue avec des outils standardisés, avec une restitution qui, évidemment, valorisera les capacités et sera positive avant tout. Mais néanmoins, on le fait de manière stricte. On évalue les capacités cognitives, on évalue l'autonomie, on évalue les compétences psychosociales, on évalue les symptômes, on restitue tout ça à la personne, on construit un plan de suivi individualisé, plutôt on lui permet de construire son plan de suivi individualisé, c'est souvent les infirmiers qui le font, en soutien, et en fonction de ça, elle va demander des soins de réhabilitation psychosociale par rapport aux tels ou tels aspects de sa vie. Voilà, ça c'est le parcours standard de réhabilitation psychosociale qui devrait se faire en psychiatrie partout, pas seulement dans des centres de recours, qui filtrent la population parce que leur capacité n'est pas suffisante, parce que souvent ça repose sur quelques soignants. Quand j'ai créé le premier centre de réhab qui a permis la définition des autres à Lyon il y a 17 ans, 16 ans, je ne sais plus, il y avait 2 infirmiers, il y avait un psychiatre, c'était moi, on voyait 400 patients dans l'année. Mais il y en avait 4000 autour qui n'étaient pas soignés. Maintenant, il y a une centaine de centres de réhab, on a une file active de quelques dizaines de milliers de patients sur toute la France. Mais le besoin, c'est quelques millions. Donc on soigne 1% des gens qui en ont besoin. Donc par souci d'équité, il faut que tout le monde en fasse et que tous les secteurs de psychiatrie générale s'équipent de ça. Donc le PSI, j'ai dit, c'est très important. C'est ce qui permet de faire le lien entre la vie de la personne et ses soins. Et elle va demander de la remédiation cognitive pour pouvoir travailler, par exemple. Si elle veut travailler dans une librairie, qu'elle a des troubles visio-spatiaux, qu'elle n'est pas capable de trouver un livre parmi 10 000, c'est sûr qu'elle ne va pas y arriver. Mais on a des outils de remédiation cognitive qui permettent de traiter ça, qui sont efficaces. Si elle ne sait pas comment faire dans ses relations interpersonnelles, elle ne sait pas aller vers les personnes, engager les conversations, qu'elle n'est pas à l'aise, qu'elle se replie, qu'elle ne sait pas faire comment faire pendant les pauses, etc., elle ne va pas pouvoir travailler. Donc peut-être qu'il va falloir l'engager dans un entraînement des compétences sociales avec des groupes bien spécifiques, etc., etc. Donc ce PSI, il permet de voir comment la personne se situe, si elle se sent bien dans les différents aspects de sa vie quotidienne, et si elle ne se sent pas bien, si elle a un besoin d'aide. Et en fonction de ça, elle pourra solliciter l'entrée dans un groupe de réhabilitation psychosociale de telle ou telle nature. Donc ça, on peut le faire pour tous les patients. Au Vinatier, on a rendu obligatoire le PSI. Donc ça a été tout simple. Hein. C'est le directeur du Vinatier, directeur adjoint Pierre Okeritschi, qui m'a demandé comment faire pour systématiser la réhabilitation psychosociale. Qu'est-ce qu'on pourrait rendre obligatoire finalement sur le Vinatier pour que ça avance? Je lui ai dit c'est simple, c'est le PSI. Donc après, évidemment, ça a été des centaines de formations, des dizaines d'infirmiers qui sont devenus formateurs, une compétition entre les pôles pour le maximum de PSI. Bon, il y a des petits inconvénients à rendre administratives les choses, mais au moins, on est sûr que ça se fait. Donc, je pense que ça vaut le coup quand même de faire comme ça. Je ne le regrette pas, parce que sinon, ça serait resté confidentiel et il y aurait toujours eu ceux qui bénéficiaient du PSI et les autres, rien du tout. Comme avant, il y avait la remédiation cognitive, c'était confidentiel. Il y avait 2-3 endroits où des doctorants en sciences qui étaient neuropsychologues faisaient leur thèse là-dessus, essayaient un programme et aidaient 2-3 patients et faisaient des travaux dessus, scientifiques, et puis tous les autres, ils étaient laissés pour compte. Donc quand on a systématisé, qu'on a dit il faut créer des postes de neuropsychologues partout pour faire les bilans, on crée un diplôme de remédiation cognitive, on forme des infirmiers et on ne mise pas uniquement sur les neuropsychologues pour les soins, mais sur les infirmiers qui sont la force vive, etc. Là, on a eu une offre conséquente.
qui suffit quand même pas, parce que c'est encore un peu laissé pour compte, hein, cette offre, cette plainte cognitive et cette offre de remédiation. Mais ça a quand même progressé, et je suis sûr que ça va finir par aller. Donc, on utilise beaucoup l'éducation thérapeutique, ou plutôt la psychoéducation. On mise sur les pères aidants et leur savoir expérientiel, et c'est l'alliance du savoir technique et du savoir expérientiel qui va être utile aux personnes. Et puis le fait qu'elles puissent s'entraider dans le groupe et qu'on puisse ouvrir de nouvelles perspectives en termes de possibilités. Donc la psychoéducation, c'est vraiment un outil essentiel de la réhabilitation psychosociale qui doit être accessible à toutes les personnes qui ont des troubles psychiques sévères. Et même au-delà, toutes les personnes qui ont des troubles psychiques, mais ça peut être de simple lecture pour quelqu'un qui a un trouble anxieux ou quelque chose comme ça. Mais quand on a une schizophrénie, quand on a un trouble bipolaire, un trouble borderline sévère, on ne va pas pouvoir se passer de quelque chose de formalisé avec le père aidant qui est dedans, l'infirmier ou l'ergothérapeute ou le pharmacien, le médecin, etc. C'est des groupes qui sont bien structurés, bien formalisés pour être efficaces. Mais c'est vraiment important de les déployer. Donc ça va être sur ça, hein, prendre soin de soi, savoir sur quoi s'appuyer pour se rétablir, après avoir compris les troubles. C'est pas le bon ordre, hein. C'est d'abord on comprend les troubles et ensuite on peut se rétablir. Et pour se rétablir, il y a différentes méthodes, dont les traitements dans lesquels on s'investit. Mais ce n'est pas uniquement pour favoriser l'observance médicamenteuse. Ça, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui disent ça, qu'ils ont un intérêt financier dans l'affaire. Mais non, nous, on veut que les personnes se rétablissent et qu'elles sachent qu'elles peuvent se rétablir et sur quoi elles peuvent s'appuyer pour se rétablir, dont les pères aidants, dont toutes les professions qu'on a citées tout à l'heure, etc., etc. Et ça, si on ne l'explique pas aux personnes, elles ne peuvent pas le deviner. Donc c'est extrêmement important d'être très clair, très didactique et très transparent. Le même niveau d'information pour tous. Ça, c'est équitable et éthique. Donc ça, c'est un support de psychoéducation, enfin plutôt une base de diapositives qui permet de faire des supports de psychoéducation, qui a été développé par un collectif national et qui est mis en ligne par le Centre national de réhabilitation psychosociale. Donc tous les médecins ou paramédicaux de cette salle ou psychologues peuvent s'emparer de ça et pères aidants pour créer un support de réhabilitation psychosociale. Donc ça, c'est pour faciliter la tâche à ceux qui auraient des difficultés et voudraient recréer tout leur support. C'est pas utile puisque c'est déjà fait, donc on pioche dedans et on le fait. Très important, la remédiation cognitive, parce que je l'ai dit, le pronostic des troubles mentaux sévères est très altéré par les troubles cognitifs qui avant étaient laissés pour compte. On disait on n'y peut rien. Bon, il ne peut pas se concentrer, il ne peut même pas mémoriser. C'est lié à sa maladie, s'il est au traitement, on ne sait pas, mais de toute façon on ne peut rien faire, on va attendre que ça passe. Dans les années 90, c'était comme ça. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que si, on pouvait agir dessus, qu'il y avait des techniques qui avaient été créées, des programmes qui avaient été développés dans certains pays, en Suisse, en Australie, en Angleterre au début, dont on s'est emparé en France dans les années 2000 et qu'on a diffusé largement. Et par rapport à eux, on a eu l'avantage de mettre en place une structuration nationale avec une réglementation qui oblige finalement tout l'établissement à pouvoir proposer ça aux patients. Donc on a ce cadre administratif, mais maintenant il faut l'utiliser pour que ça soit vraiment mis en œuvre. Et donc ce qu'on veut, c'est pas normaliser des bilans, c'est vraiment, diminuer l'impact fonctionnel des troubles. C'est permettre aux personnes d'affronter les situations du quotidien. On ne veut pas que le bilan se normalise, que la personne ait tel score, par exemple, qu'elle retienne tant de chiffres à la suite. Ça n'a pas d'importance si ce n'est pas utile. Par contre, si ça lui permet de travailler, oui, là, ça devient important. Comment travailler si on n'est pas capable de retenir le numéro de téléphone qu'on vous donne, que vous devez taper pour appeler le client, par exemple. On travaille dans le commerce, une petite boutique. Voilà, on donne un numéro. Alors ici, c'est plus simple, parce qu'il y a 6 chiffres, 3 x 2, c'est plus facile. L'empan, c'est 3. Mais en France, il faut au moins 5. Et l'empan, il est souvent à moins de 5 dans les troubles mentaux sévères. Donc, l'impact fonctionnel, c'est ça. Et ça se traite avec des exercices pour entraîner finalement la mémoire dans le bon sens, en amnésique directe, ou à l'envers, s'il faut traiter les données en amnésique inverse. Et donc tout ça, ça va améliorer finalement l'insertion socio-professionnelle, c'est vraiment ce qui est visé. Alors les exercices, à quoi ils peuvent ressembler? Voilà un exemple d'exercice de remédiation cognitive. Vous avez ce petit symbole-là qu'il faut trouver parmi tout cela. Donc ça, c'est un exercice qui est plutôt d'un niveau assez élémentaire. Peut-être nombre d'entre vous ont déjà vu où était le petit symbole en question. Voilà. Et peut-être qu'ils ont employé une stratégie pour le trouver. Et peut-être que cette stratégie, c'était de balayer les lignes horizontalement, comme ça, une par une. Et à la deuxième ligne, de tomber là, ou verticalement, les colonnes. Et à la troisième colonne, d'arriver là.
Mais quand on est désorganisé, qu'on a une schizophrénie ou qu'on a un trouble bipolaire qui n'est pas bien stabilisé, on ne va pas avoir tendance à balayer ça spontanément. On va chercher dans tous les sens, on ne va pas trouver. Donc ça se travaille avec des exercices et on permet en fait à la personne de trouver sa propre stratégie. On ne lui dit pas ce qu'elle doit faire, on lui permet de découvrir ce qui va fonctionner dans telle situation et ensuite on lui permet de faire le lien avec les situations du quotidien, professionnelles, familiales, amicales, etc. C'est ça la remédiation cognitive et des exercices comme ça, il y en a des milliers, plein de programmes différents et tout ça a fait la preuve de son efficacité à la fois sur l'insertion professionnelle, l'insertion sociale et le pronostic en général. On travaille également sur la cognition sociale, c'est-à-dire comprendre les états mentaux d'autrui, savoir ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, comprendre ses émotions faciales. Si on ne comprend pas les émotions faciales, qu'on perçoit de l'hostilité là où il n'y en a pas, soit on va se mettre à délirer, penser que l'autre nous en veut, soit on va se replier sur soi, symptômes positifs ou symptômes négatifs de la schizophrénie. Et les gens qui, même avec un délire, bénéficient d'exercices pour mieux comprendre les émotions faciales, ça va être des petits dessins d'abord, des photos ensuite, des films dans un troisième temps. Ces gens-là commencent à s'intéresser au visage de l'autre et finalement ça va réduire leurs symptômes délirants et ça va leur permettre d'affronter des situations sociales. Donc ça fonctionne. Et les expériences, les retours qualitatifs des patients sont très frappants. Donc on a l'impression que c'est du bête apprentissage et qu'on pourrait faire quelque chose de bien plus intéressant intellectuellement, mais non, ça c'est ce qui rend service aux gens, donc il faut le faire. Donc effectivement, le fait d'avoir ce type de difficulté, ça met les gens mal à l'aise dans les interactions sociales, ça ne leur permet pas d'interagir correctement, et finalement ça les rend méfiants, voire ça favorise des symptômes négatifs, un retrait social. Donc il faut vraiment s'y intéresser. Parce que le retrait social, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent dans les troubles mentaux sévères, en particulier dans la schizophrénie, et ça entraîne des inconvénients qui sont extrêmement importants, ça fait perdre des chances dans tous les domaines. Donc vous voyez comment, avec des techniques très simples, finalement, on peut agir sur quelque chose qui est très transversal et qui nuit considérablement au quotidien des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prévenir la chronicité en intervenant le plus tôt possible. On doit toujours agir sur le potentiel des personnes en le mettant en évidence et en le renforçant, plutôt qu'en montrant les incapacités. Parce que si on fait ça, finalement, on induit et on renforce l'image négative que les personnes ont d'elles-mêmes, ce qu'on appelle l'autostigmatisation. Et donc tout ça, ça passe par la réussite de projets concrets. En fait, on agit pour permettre aux personnes de réussir leurs projets, pour permettre aux personnes d'affronter les situations du quotidien. Donc ça, on doit l'expliquer aux gens, mais avant tout, il faut l'expliquer aux professionnels de santé pour qu'ils puissent agir dans ce sens-là. Et tout ça, c'est favorable au rétablissement. Donc parfois des actions très simples sont favorables à quelque chose qui paraît évidemment complexe, qui dépend de plein de paramètres, mais on est sur quelque chose qui pouvait compromettre ce rétablissement et sur lequel on peut agir. Donc il ne faut pas nous en passer. Il faut vraiment le faire. Alors au début, on a voulu créer des structures de rééducation psychosociale bien labellisées. On a mis en place une structuration régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine. Là, on a eu la chance d'avoir Michel Laforcade, qui était directeur de l'ARS, qui est un ancien infirmier, qui est devenu directeur d'hôpital, directeur de l'ARS, qui était très passionné par la psychiatrie et qui nous a beaucoup aidés et qui a permis la rédaction de textes réglementaires qui ont défini ce qu'est un centre de rééducation psychosociale. Donc ça, c'est un groupe de travail des années 2010. C'était 2016-2017 à peu près, peut-être 2018, les dernières réunions, on a vraiment pu reprendre le modèle qu'on avait mis en place de manière expérimentale ici et le mettre en place dans toute la France. Mais en faisant ça, on a créé un nouveau dispositif en parallèle du secteur qui peut accueillir 1% de ceux qui en ont besoin. Donc la solution, c'est que ces centres ils se consacrent surtout à la transformation du reste des dispositifs. Et pas qu'ils veuillent faire du traitement pour tout le monde, parce que simplement, ils ne peuvent pas y arriver. Si vous avez une infirmière ici à qui vous demandez tout, c'est sûr qu'elle va être en burn-out et elle ne pourra pas traiter tout le monde, donc ce ne sera ni bon pour elle, ni pour les patients. En fait, la rééducation psychosociale, c'est l'affaire de tous ceux qui sont professionnels dans cette salle. Et donc là, les présidents de CME, les directeurs d'hôpitaux, ils poussent pour ça, et là, ça a une chance de marcher. Ça veut dire beaucoup de formation pour que ça avance. Donc là, sur cette diapo, en rouge, c'est les centres support ou centres référents qui font de la recherche, de l'enseignement, en plus des soins de base de réhabilitation psychosociale, et qui font des soins plus poussés, parce qu'ils ont plus d'effectifs, donc ils font plus de choses. Et les centres bleus, c'est les centres de proximité, ils sont souvent tout petits, mettant 2 infirmiers, un temps de psychiatre, un temps de neuropsychologue, voire un neuropsychologue, un peu de secrétariat, et puis c'est tout, débrouillez-vous. Donc c'est sûr qu'avec tout ça, je vous dis, on traite quelques dizaines de milliers de patients par an sur toute la France.
Et sur les quelques centres qui participent à Réabase, qui sont plutôt les rouges, eh ben, on rentre des données sur 1000 patients par an sur toute la France. Normalement, ils devraient faire une saisie exhaustive, je crois qu'ils ne le font pas, mais bon, disons qu'ils font ce qu'ils peuvent. Comme ça existe depuis 11 ans et qu'on a 10 000 patients, vous voyez, 1000 patients par an. C'est pas du tout suffisant. Hein. Donc, pour animer tout ça et donner une chance que ça se diffuse au-delà de tout ça, on a créé il y a 11 ans un centre ressources nationales de réhabilitation psychosociale qui diffuse de l'information, par exemple une base de support pour faire de la psychoéducation, mais aussi toute l'actualité sur la réhabilitation psychosociale, mais aussi des interviews, mais aussi qui valorisent toutes les initiatives qui se font dans tous les pays francophones sur la réhabilitation psychosociale. Albert Bousquet fait quelque chose de bien, on fait un reportage dessus, on le diffuse et tout le monde le voit, ça bénéficie aux autres. Et vice-versa, tel hôpital dans telle région de France ou dans tel autre pays, francophone ou pas francophone d'ailleurs, fait quelque chose de bien, on le diffuse et vous pouvez avoir accès à ce qui se passe et vous en inspirer. Par exemple, quelque chose de très intéressant, vous trouverez sur le site, à Madagascar, ils ont aboli complètement l'isolement et la contention, ils ont fermé leur chambre d'isolement, ils en avaient qu'une, c'est l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Saint-Benoît-Mény par l'art-thérapie. Alors l'art-thérapie, pour consolider le rétablissement, ça, je pense que ça peut se faire en ville, dans des ateliers, etc. Il ne faut pas employer des moyens médicaux pour ça. L'art, c'est très bien, je suis pour la musique, je suis pour la peinture, tout ça, j'aime bien, mais ce n'est pas forcément avec les infirmiers qui devraient faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, sinon c'est encore glissement de tâches. Mais en revanche, quand ça permet de ne pas isoler, pas contenir, bah oui, là ça vaut le coup de mettre des moyens, parce qu'on évite le traumatisme, on évite de consommer plein de moyens et aussi que les personnels subissent des violences. Et là-bas, en fait, c'est un atelier d'art-thérapie qui est accessible tout le temps pour les patients en pleine crise. Donc plutôt que d'aller en chambre d'isolement pour méditer, être encore plus furieux, taper contre la porte plus ou moins blindée, déranger tout le monde et se faire mal s'arracher la peau des poings, là, bah, ils vont écrire un poème, même quand ils sont maniaques, même quand ils sont désorganisés en pleine crise psychotique, ils vont écrire un poème, ils vont faire de la peinture, l'hôpital est couvert d'œuvres d'art, mais il n'y a plus de chambre d'isolement. C'est transformé en studio d'enregistrement, il y a du matériel, comme pour Zest, la zone d'expression contre la stigmatisation qui est à Lyon, c'est le même studio, mais ils enregistrent des podcasts, ils font de la radio. Voilà, les patients, ils parlent dans l'ex-chambre d'isolement. J'ai trouvé ça très beau. Donc quand on circule, ben, on met ça sur le site et ça peut servir à d'autres. Et nous, on souhaite simplement avoir des collaborations pour que ça puisse se déployer dans le monde francophone ou ailleurs. Et déjà, on essaye de le mettre en place chez nous, c'est pas si simple. Il me reste combien de temps, Elisabeth ? Oh, bah c'est bon alors, très bien, on aura le temps de discuter à la fin. Donc ce centre ressources, il porte aussi une cohorte nationale qui s'appelle Réabase, qui nous permet de voir effectivement où en est la population qui est suivie par ces centres de réhab. Ça permet aussi de faire plein de travaux scientifiques pour mieux comprendre les facteurs du rétablissement, l'impact de la pérédance, l'impact des soins de réhab en général, etc. Il y a plein de publications scientifiques d'un bon niveau, rang A, rang B, rang C, etc. Enfin, si vous connaissez tout ça. Et en plus, ça a le mérite de rapporter de l'argent aux hôpitaux. Les directeurs aiment bien, parce qu'il y a des points SIGAPS. Chaque point SIGAPS, c'est des centaines d'euros. Et on en a des dizaines de milliers par an. Donc le vinatier, il gagne quelques millions d'euros chaque année grâce à nos publications. Bon, on le récupère un peu, parce qu'il y a parfois des appels à candidature. On peut avoir un petit peu d'argent pour faire de la recherche, mais sinon, on en fait don à l'institution bien volontiers, parce qu'on est solidaire. Dans d'autres hôpitaux, il le redonne. Par exemple, à Poitiers, le professeur Jaffari, son directeur, lui redonne 100% et il construit des tas de bâtiments pour la recherche. Pour citer Poitiers, qui est une belle ville, avec une magnifique basilique romane. Donc on anime le réseau, on organise plein de colloques scientifiques, dont le prochain, par exemple, a lieu à Limoges, parce qu'on aime bien circuler dans toute la France et dans le monde francophone. Donc à Limoges, c'est sur l'innovation et la remédiation cognitive. On a un beau programme, le 25 septembre 2026 à Limoges, dans le centre-ville. Et par exemple, parmi les différentes interventions plénières, on en a une de Pascal Vianin, celui qui a développé l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure avec les petits symboles. Maintenant, il traite les personnes avec TDAH avec de la remédiation cognitive. Parce que c'est bien le méthylphénidate, mais le tout médicament, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, et des techniques non médicamenteuses qui sont également efficaces. Donc il y aura une conférence là-dessus, qui sera d'ailleurs filmée, mise en ligne, pour que tous ceux qui ne pourront pas venir à Limoges, mais j'espère que vous serez nombreux à Limoges, mais les autres pourront quand même en bénéficier sur le site web. Et l'enseignement, c'est tout un tas de choses qu'on peut faire à distance. Là, on se déplace dans ce cadre-là ici. On est à Bousquet. On fait aussi, on a 4 diplômes d'université qui sont développés depuis quelques décennies pour former des thérapeutes en remédiation cognitive, des pères aidants, des thérapeutes en psychoéducation, qui peuvent être des infirmiers, des éducateurs, des ergothérapeutes, des pharmaciens, des médecins, des psychologues, etc., etc. On a aussi un diplôme d'université en case management, et puis on fait plein de formations ciblées, diverses et variées, tout à fait utiles à la population des professionnels.
Et sur la chaîne YouTube, on trouvera plein de choses intéressantes. Là, par exemple, c'est la rencontre avec une responsable d'un centre maori en Nouvelle-Zélande, vers Auckland, qu'on avait rencontré il y a 2 ou 3 ans. Ça, c'est un infirmier néerlandais psychothérapeute qui traite selon l'approche de Maastricht, ce qui permet aux personnes qui ont des voix, finalement, de prendre de la distance avec leur voix, de moins être persécutées par elles et de réduire les doses de médicaments, voire parfois même de s'en passer. Et ils ont eu des résultats extrêmement spectaculaires. Et il y a aussi des podcasts, dont un podcast Troubles dans le spectre pour les personnes avec autisme. Il y a une quinzaine d'épisodes ou une vingtaine, je ne sais plus maintenant, qui a beaucoup de succès, des playlists, dont une playlist remédiation cognitive avec une trentaine, une quarantaine de vidéos maintenant. Donc n'hésitez pas à regarder, à diffuser, c'est pour tout public. Et puis la lutte contre la stigmatisation. Effectivement, les personnes qu'on soigne ne sont pas responsables des stéréotypes sociaux. Elles n'en sont pas responsables, mais elles se les approprient. Donc, il faut lutter à la fois contre l'autostigmatisation, leur permettre d'en prendre conscience. Vous êtes collé l'étiquette, parce qu'on voit tous, quand on est psychiatre, des patients qui viennent nous voir en disant « Ah bah moi, de toute façon, je suis schizophrène, je ne peux pas travailler ». Donc déjà, ils se définissent par la maladie, je suis schizophrène. Et puis les stéréotypes, bah oui, je ne peux pas travailler. Évidemment, une schizophrénie, ça ne permet pas de travailler. Ou qui disent, par exemple, bah moi, je ne comprends pas, je suis schizophrène, mais je ne suis pas dangereux. Comment c'est possible? On lit toujours dans la presse, les schizophrènes, ils sont dangereux. Donc ça, c'est les stéréotypes sociaux. Donc il faut combattre en parlant à la presse aussi régulièrement que possible. Mais si vous tous ici, vous commencez à parler de ça, à diffuser le message, l'impact fera boule de neige. Tout le monde doit parler de ça pour que ça avance. Donc ça, c'est très important. Donc il faut agir sur les personnes, il faut agir sur la société. Et si on fait tout ça, les choses vont changer. Et le rétablissement sera beaucoup plus accessible à nombre d'entre elles. Donc la lutte incombe à chacun. Ici, c'est vous, puisque vous êtes là, vous êtes responsable maintenant en partie. Vous devez porter le message, la bonne parole et la diffuser dans Nouméa et la Grande Terre et les îles. Et puis ailleurs, pour ceux qui viennent d'ailleurs. Et l'internalisation de la stigmatisation, c'est-à-dire l'autostigmatisation, n'est pas une fatalité. Même si la société reste très hostile, on peut quand même expliquer aux personnes ce qu'il en est, et on peut quand même employer des techniques, par exemple des techniques narratives, psychoéducatives, de TCC, pour leur permettre de se reconstruire et d'avoir une identité qui soit moins définie par ces stéréotypes-là. Donc parmi les actions de ZEST, Zone d'expression contre la stigmatisation, qui est une des équipes du Centre ressources de réhabilitation psychosociale, vous avez les bibliothèques vivantes, les vraies bibliothèques vivantes physiques, où le livre vivant, c'est une personne concernée rétablie qui vient rencontrer un lecteur qui est n'importe qui, un pompier, un policier, un décideur politique ou n'importe qui. Et puis vous avez les livres vivants virtuels, parce qu'on sait très bien que si on doit passer par des livres vivants physiques, ça va prendre très 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 longtemps, de toucher tout le monde. Donc il y a ces livres vivants virtuels où chaque chapitre est une vidéo de personnes qui racontent leur rétablissement, ce qu'elles ont vécu, comment elles sont allées mieux. Donc ça, vous pouvez les regarder, c'est Relions-nous. Soit vous passez par le site du Centre Ressources, vous tapez Centre Ressources Réhab, et puis vous tapez Relions-nous dans le moteur de recherche. Ou sinon, si vous tapez relions-nous.org, vous allez tomber directement sur les pages web, et vous pouvez lire et diffuser. Ça c'est bien, ça c'est pour la bonne cause. Et pour les professionnels, il y a cette formation en ligne à la réhabilitation psychosociale. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Lyon ou ailleurs, il y a ici, sur place, une formation en 8 modules avec des vidéos par les meilleurs spécialistes francophones, une validation par des QCM qu'on peut inscrire au catalogue de formation de l'établissement. Donc j'ai une collègue en Hauts-de-France qui ne recrute que des professionnels qui ont validé les 8 modules dans son pôle de réhabilitation psychosociale. Ça c'est peut-être la version extrême, mais la mettre dans le catalogue de formation de l'établissement et permettre aux gens que ce soit fait officiellement, c'est déjà pas mal. Et les vidéos sont de qualité, ça a 8 ou 9 ans, mais le contenu reste tout à fait valable. Ça reste accessible et c'est gratuit en plus. Et puis pour toute la population, il y a un MOOC, Savoir pour agir sur ma santé mentale, pour faire prendre conscience aussi que les troubles mentaux ne sont pas une fatalité, que le rétablissement est possible, faire prendre conscience des déterminants du rétablissement, etc. Ça vise le grand public. Mais vous pouvez le regarder aussi, c'est bien fait. Le premier module est sorti il y a 1 an et le deuxième vient de sortir ou va sortir dans quelques jours. Comme je ne suis pas là-bas, je n'ai pas suivi de près, mais je n'ai pas vérifié. Mais normalement, il est fini et devrait être mis en ligne, ou peut-être c'est déjà fait. Voilà, donc toutes ces formations, ça passe par la plateforme pédagogique de l'Université Lyon 1. Donc le seul inconvénient, c'est que c'est une plateforme d'université, que c'est un peu tortueux, donc il faut persévérer. C'est gratuit, mais il faut arriver à trouver les codes, bonne manière de faire avec ça. Pour l'instant, on n'arrive pas à s'en passer. Pour le MOOC, voilà les 6 modules. Celui qui est sorti l'année dernière, c'est celui-là. Celui qui vient de sortir ou va sortir, c'est Créer des alliances. Et 4 sont encore à réaliser. On a trouvé un financement, on a eu un financement de la Direction générale de la santé, du ministère pour faire le 3e module, celui-là. Et puis il nous reste encore 3 modules à financer.
Donc ça coûte un petit peu d'argent de faire tout ça, et on tient absolument à ce que ça reste évidemment gratuit, puisqu'on est une structure publique. Et ça ressemble à ça. Là, vous avez un ergothérapeute, Christophe Buffavant, qui parle, je ne sais plus de quoi il parle, là, les signes de l'entrée dans un épisode psychotique. Et puis les vidéos d'animation, oui, on est très océanien, on a mis des pieuvres. Parce qu'en fait, on a un père aidant qui est passionné par les pieuvres, qui s'appelle Lee Antoine, et donc il a choisi cet animal qui suit d'un bout à l'autre le parcours au cours du MOOC. Et donc l'intervenant, c'est toutes ces catégories de personnes. Et par exemple, dans le module Se rétablir, vous avez des choses sur les déterminants de la santé mentale, du contenu sur les troubles psychiques, intervention précoce, la rééducation psychosociale, le rétablissement, les troubles du neurodéveloppement. Donc n'hésitez pas à regarder, à diffuser, parce que je vous dis encore une fois, c'est pour toute personne. Et puis il y a beaucoup de documentation sur le site du Centre Ressources, et puis des ouvrages divers et variés que vous pouvez lire, dont par exemple ça, c'est fait par un père aidant qui s'appelle Fabrice Solière, qui explique comment vivre avec un trouble bipolaire. Et vous pouvez aussi regarder sa vidéo sur Néon, puisque l'autre fille est ici, il va se présenter demain, donc je parle d'un autre père aidant un peu emblématique du pôle, Fabrice, ça lui fera plaisir, je le dirais. Il a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il a vécu en psychiatrie, il y tient à chaque fois, ça a été difficile pour lui, et il aide les personnes à partir de ça. Là, vous avez un livre de Pascal Vianin qui a créé le programme de remédiation RECOS. C'est lui qui communiquera sur le TDAH et la remédiation cognitive à Limoges le 25 septembre. Il a écrit la remédiation cognitive avec RECOS. Ça, c'est un ouvrage collectif de référence et un ouvrage sur la pérénance également collectif. Et puis aussi, il ne faut pas oublier les aidants. C'est pour ça que j'ai mis ce livre-là, parce que les aidants, c'est difficile pour eux et qu'ils sont en souffrance et qu'ils ont une perte de qualité de vie, voire même une perte d'espérance de vie dans certains cas. Et que s'ils vont moins bien, ils pourront d'autant moins aider leurs proches. Mais même s'ils vont bien, il faut leur apprendre à aider leurs proches. Donc c'est très important de développer des dispositifs d'aide aux aidants, d'y consacrer des moyens spécifiques. C'était l'occasion de le dire en conclusion. Et je vous remercie de votre attention et suis disponible pour la discussion.